Eh bien, bonjour à tous, on est les frères Rochefeuille, donc vous nous connaissez un peu pour format court, mais là, on avait été sollicité par No Life pour bosser sur Japan Expo, à la réalisation pour moi de la scène Sakura, et moi j'étais au cadre sur la scène Take avec Rémi Ergo. Voilà, et donc on va vous présenter la suite des chroniques de Villepinte. Donc au sommaire, nous aurons l'interview de Masuda, Monsieur Pokémon, qui était l'invité d'honneur de Japan Expo. Ensuite, on suivra les idols de Yuiga Dokuson. Une petite pause avec nos amis de Man with a Mission. Puis les artistes J-Music de la scène Sakura. Après, on s'attaquera aux animés manga dans sa deuxième partie, et plus particulièrement la French Touch. Et on finira par le spectacle Japan in Motion et Esprit Japon sur la scène Yuzu. Et tout de suite, on commence par les news avec les mascottes à Japan Expo. Il y a 2 ans, Funashi la poire magique venait faire l'andouille à Japan Expo. Ses galipettes, ses cris stridents, ses postures impayables et son concours de lancer de pantoufles avec Yoshiki en ont fait un must de cette édition 2014. La même année, Kumamon venait pour la première fois à Villepinte et se payait le luxe de venir fêter l'anniversaire de Sudo Maasa au beau milieu du concert des Belly Q. C'est ainsi que Kumamon et Funashi ouvraient sans le savoir l'ère des mascottes à Japan Expo. Et cette année, c'est carrément la super teuf. 6 mascottes étaient sur place, dont l'infatigable Kumamon, qui représente fièrement la région de Kumamoto. Ses rivaux étaient Melugyu et Melumomo, les vachettes pyriques de la ville d'Oyabe. Kilalin, un adorable calamar luminescent venu de Namelikawa, la probable Nishiko-kun, qui personnalise les tuiles circulaires de Kokubunji, et Shinjo-kun, une loutre équipée d'une guitare électrique venant défendre son patelin Susaki. Toutes se sont affrontées sur la scène Kitsune lors d'un concours bon enfant à base d'imitations d'animaux et de classement à l'applaudimètre. Difficile d'expliquer en quelques mots l'attrait et le charme qu'exercent les mascottes sur le peuple japonais. Ils les appellent les Yurukiara, c'est-à-dire les personnages aux costumes amples, souples et flottants. Les mascottes accompagnent le citoyen japonais dans toutes les occasions de la vie. Les chaînes de resto ont leurs mascottes, les banques ont chacune leur mascotte, les trains ont leurs mascottes, même la police a la sienne. Et bien évidemment, chaque région met un point d'honneur à avoir sa propre mascotte, souvent inspirée des spécialités locales. Elle crée un lien, une ambiance sympathique et bienveillante entre les habitants du Japon et leurs diverses entreprises et institutions. C'est ce phénomène, dans toute sa complexité et dans toutes ses implications économiques, qui est analysé dans le documentaire Le Bal des mascottes, réalisé par Denis et Julien Menzer. Là, dans le teaser, vous avez pu voir Kumamon, Funashi, Ikonian, qui sont dans les plus connus. Mais en fait, au Japon, il y en a énormément. Coproduit par CEFA, ce doc de 26 minutes a été diffusé en avant-première sur le salon et sera vraisemblablement diffusé à la rentrée sur No Life. Masuda, Pokémon. Monsieur Pokémon. Alors, on n'a pas pu voir cette intervention, mais je sais qu'il a montré un nouveau Pokémon, il me semble. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Mais moi, ça me fait penser à l'invasion Pokémon Go qu'on va subir très bientôt. Attention sur la route, faut pas faire des bêtises. Hein. Donc, c'est parti pour l'interview de Masuda. Si un sentiment familier vous a traversé à la vue de la folie phénoménale occasionnée par la sortie de Pokémon Go, il y a de fortes chances que vous soyez un désormais vieux de la vieille, témoin de l'arrivée tout aussi phénoménale de Pokémon version rouge et bleu en France. L'engouement déclenché par le dernier Pokémon sur smartphone rappelle en effet quelques jolis souvenirs datant de 1999. Mais quelques jours avant que des joueurs du monde entier redécouvrent la série et se mettent à investir les rues armés de leur téléphone portable, un certain Masuda Junichi était de passage à Paris, ou plus précisément à Villepinte, pour présider une masterclass devant le public attentif de Japan Expo 17e Impact. そうなんですよ。これレゴを5箱ぐらい買ってきて、ダイヤモンドパールの世界を作るときにやっぱり立体的にちゃんとどういう風な構造にするかっていうことをちゃんと考えようと思って、レゴでプチプチプチプチマップをみんなで作ってるとこですね。Invité d'honneur du salon, Masuda est aujourd'hui directeur de Game Freak. Tour à tour compositeur, programmeur, superviseur et producteur, l'homme à qui l'on doit les musiques les plus inoubliables de la série Pokémon a enfilé de multiples casquettes au sein de sa carrière. Un dynamisme permis par le fonctionnement très fluctuant d'une petite structure que Masuda a directement vu évoluer. もともとは、インディーズでファミコンゲームクインティっていうのを作りまして、それを販売するときに、会社に、しました。代表の田尻とともに、これは会社を作って、その後、いろんな開発をしていこうということで作ったんですけど、平成元年です。
何かしらのモンスターを交換するっていうことが面白いんじゃないかっていう話をしていまして、で日本だとそのめんことかでその勝ったらもらうとか、あとは、好きなめんこがあったら交換するっていうことをよく、子供の頃やっていたので、その年代の子たちは、その行動自体というかその交換する楽しみをみんな知ってたんですね。なのでモンスターを見たことないものを友達と交換して、遊ぶゲームっていうのを実際には遊び方っていうよりも遊んでる様子を田尻の方が企画書みたいな形で書きまして、それを任天堂さん関連の会社に持ってったのが最初です。ゲームフリーク社って言ってももう家でマンションの一室でほぼみんな趣味みたいな感じだったので、何ですかね、寝泊まりして一緒に飯食うもう家族みたいな感じでしたね。で一番最初の赤緑も全員で9人で作ってますけど、自分もそうですけどほとんど会社にいて、そうですね、日本でいうお正月とかは家に実家に帰ってたりしてましたけど、ほぼなんかこう会社にいて、でそんなにみんなお金も持ってなかったんで自炊したりチャーハン作ってたりっていうことをして、で会社の風呂、マンションなんでお風呂があったんでお風呂に入ってみたいな感じで、なんかこう寝泊まりする感じだったんで、あんまり会社っていう誰もそんなあんまり会社って思ってないですね。ただみんな好きなものを面白いものを作ろうっていう熱量だけはみんな持っていて、それで出来上がったのが赤緑だったんですね。En 2016, un compositeur n'a pas forcément besoin d'avoir des connaissances en programmation pour concevoir des musiques ou des bruitages de jeux vidéo. En 1999 cependant, la frontière entre programmation et composition était plus ténue. Les hardware étant tous très différents, pour réussir à créer des mélodies et des sons agréables à partir des bits passés bruts de la Game Boy, il fallait avant tout maîtriser la console sur le bout des doigts. そうですね、まず2つあって、その容量っていう問題がありましたので、容量の部分でいくと、例えばそのベースとかもドソドソドソっていくつか書くと容量が大きくなってしまうので、ドソを何回ループするかっていうプログラムの書き方をしたりして、容量をなるべく減らすっていうことをやったのと、逆に言うとこれで結構ポケモンの曲が特徴的にもなったんですね。その繰り返すっていうことで。で、もう一つはその言われたその3音とノイズっていうのは、自分がプログラムでその鳴らす部分を全部作っていたので、どういうふうにコントロールすると面白い曲ができるのかとかっていうことを常に追求してたので、なのでプログラムでこうってこう音が下がってってまた上がっていく、クレッシェンドしてデクレッシェンドしてクレッシェンドしていくみたいなのを結構使ってるんですね、ポケモンの場合って。でそれもやっぱり自分で作ったプログラムなんで癖を知っているですね。そのどう鳴らしてくれるかって。でその中ちょっとしたことっていうのがいっぱい詰まっていて、それがなんかこう8ビットの魅力っていうか、同じ音なんだけどちょっとの工夫をすることでシンプルがシンプルじゃなくなるっていうか、ちょっと複雑になる。それが8ビットの面白さかなと思います。効果を鳴らす部分も自分がプログラムしてたんですけど、結構なんですかね、音をぐちゃぐちゃにするプログラムが入っていて、でそれで音たちができてるんですね。ただ鳴き声は作れても、例えば虫ポケモンって、虫って普通鳴かないので、これを鳴かせてくれって言われた時に、これは鳴かないけどどうしようかなと思って、なのでこう鳴くとか歩くとかではない、なんかこうちょっと複雑なちょっと変わった音とかっていうのを当ててみたりしていて、実際には40種類ぐらいなんですよ。それをさらにこう音程を変えたりすることで、進化前だと
ちょっと声が高いんですけど、大きくなると声が太くなっていくとか、そういうことをしていて、151匹作っていて、で一番自分の中でこう好きなのはコダックの鳴き声で、これたまたま日本のテレビ CM でコダックが「てんてんてん」って言ってくれたんで、ちょっと俺の鳴き声、作った鳴き声がテレビで出たって思って、それ以来好きですね。そうですね、もともとゲームフリークって会社はあんまりこう分けられてないんですね。なので自分は、音楽作りながらプログラムしながらアイデアも入れてたっていう風になっていて、そのアイデアを入れてたのが本格的な仕事になるとゲームデザイナーみたいな形になるんですけど、なのでこうじゃあ自分のアイデアでゲーム作ろうかっていう風に分け隔てなく、なんか何でもできる人、便利屋みたいな感じですけど、そういう形でやってたので、なんかこう普通にこうしようと思ってその仕事をやってるっていうのも面白いんで、やってるうちにそれが仕事になってたっていう感じですね。でディレクターの時はなる時にはやっぱり自分でこういうものっていうのを先にこっちの方向で作ろうっていうことを言わないといけないので、その時だけはやっぱりこうちょっと意識を変えないといけないなって思って、みんなを引っ張っていくためにどうしたらいいかっていうのを考えた時期はあります。La masterclass, qui s'est déroulée le 7 juillet dans la salle Ichigo, n'a pas porté uniquement sur la carrière de Masuda. En effet, le directeur de Game Freak avait réservé une petite surprise à son public. 今日はもう一匹世界初公開のジャパンエキスポ用に世界初の情報を持ってきましたんで、皆さん相当喜んでくれましたね。もう言った瞬間にみんなうわーって、これ持ってこなかったらやばかったんじゃないかぐらいそうですね、今回ちょっとアローラ地方っていうハワイをモチーフにした場所で、4つの島から形成されてるんですね。で今まであんまりそういうことしたことないんですけど、それぞれの島で、どんな新しいポケモンが出てくるのかっていうのをみんなに楽しんでもらいたいなと思って、ちょっと今までといろんな意味で違うところというか、20周年なんでちょっと楽しめる要素というか、そういうものがいくつも詰め込まれているんで、これ楽しみに待っていてください。Pour rappel, Pokémon Soleil et Lune sortira sur 3DS le 23 novembre, 20 ans et quelques mois après l'épisode qui fit découvrir Pikachu, Game Freak et Masuda Junichi au monde entier. Donc il y a quelques semaines, Alex nous passe un coup de fil pour nous dire « Ah les jumeaux, est-ce que ça vous dirait de bosser sur Japan Expo ?» Moi sur la réal de la scène Sakura et Vincent, et moi au CAD sur la scène Take. Donc nous on saute de joie, on dit yes. Et donc arrivé le jour des répètes, le mercredi, j'arrive et on me dit qu'il y a 17 répétitions entre 17h et une heure indéterminée de fin de répète. Donc on a tout enchaîné, tous les artistes, jusqu'à 22h. Beaucoup de boulot, mais j'ai kiffé parce qu'il y a eu une variété de prestations entre de la J-musique, du spectacle traditionnel, du kabuki, enfin on a eu plein de choses traditionnelles japonaises, donc j'ai adoré. Moi, voilà, c'était parfait. Et toi ? Et moi, contrairement à la scène Sakura donc de Mathieu, sur la scène Take, on avait seulement 4 ou 5 shows par jour, avec de longues pauses entre les événements. Et donc moi, personnellement, j'aurais bien aimé avoir plus de choses à filmer. C'était quand même bien sympa, on s'est quand même bien marré avec Rémi. Et on a par exemple filmé Gaijin Dash de Gamecult. C'était un plaisir de pouvoir collaborer un petit peu à leur émission. Donc voilà. Et donc maintenant, on enchaîne avec le live report de Yuiga Dokuson. Voilà 2 ans que le concours Tokyo Candle permet à un jeune groupe d'idoles de rejoindre la liste des invités à la convention de Villepinte. Se déroulant au Japon sous forme de lives successifs, il voit se confronter des dizaines de groupes indépendants. Après les Luch et Twinkle l'année dernière, les lauréates se nommaient cette année Yuiga Dokuson. そうですね、やっぱりみんな他のどのアイドルさんもガチでやってるので、やっぱり負けたグループはこう涙こぼしたりとかしたので、その中でやっぱりこうプレッシャーはたくさんあったんですけど、自分たちを信じることが大切だったので、
こうしてちょっと有言実行じゃないですけど優勝してよかったです。Yoiga Dokson est un tout jeune groupe formé l'année passée avec 4 membres âgés de 20 à 24 ans. Cet ensemble a publié en début d'année leur premier single, aujourd'hui au nombre de 4. Ils se produisaient vendredi sur la scène Karasu et samedi sur la scène Ichigo. Kaigai 海外のステージが初めてということで、ジャパンエキスポのステージももちろん不安もあるんですけど、早くフランスの皆さんに会いたいっていうのと、あともうステージで私たちのパフォーマンスを見てもらえるっていう、もうこれから海外に私たちのパフォーマンスを発信していけるんだなって思うと、本当に目標も高く上がりましたし、本当に楽しみな気持ちでいっぱいでした。C'est avec une petite vidéo de présentation des 4 idoles que commence leur showcase vendredi. La salle s'est largement vidée après le live de Splatoon, mais le staff de la convention distribue de petits bâtons lumineux à l'entrée et l'ambiance est somme toute déjà fort sympathique pour un groupe aussi peu connu. Après un premier morceau de danse, Yoiga Dokson attaque une première chanson. Il y a quelques fausses notes, mais elles offrent déjà une jolie dynamique. N'hésite pas à solliciter le public et semble plutôt à l'aise sur la grande scène Karasu. Après un court MC pour se présenter, le groupe enchaîne avec Starshine, leur titre le plus récent. Au milieu du showcase, l'une des membres tente d'apprendre au public une petite chorégraphie. D'abord dans un japonais au débit si rapide qu'il en est incompréhensible. La demoiselle ne se démonte pas et enchaîne ensuite un anglo-japono-langue des signes, autrement dit en langage universel. Un moment assez drôle qui a permis aux spectateurs de danser pendant la chanson. Après une petite dizaine de titres, le showcase se terminera avec le premier single du groupe qui est aussi leur hymne ou chanson thème, Wo la la la, Yoiga Dokson no Tema. Nous tirerons un bilan plutôt positif de cette édition 2016 du concours Tokyo Candle. Yoiga Dokson a fait honneur à ses sélections. Côté Japan Expo, on retiendra la programmation du groupe sur la scène Karasu, contrairement à l'année passée. Une bonne initiative à reproduire, la scène Ichigo n'étant pas la plus adaptée aux contenus musicaux. On reviendra l'année prochaine pour découvrir un nouveau groupe. Donc pour ma part, j'ai un petit peu beaucoup halluciné sur un phénomène qu'on connaît déjà mais que j'ai pu voir de mes propres yeux, c'est-à-dire Just Dance. Donc que ce soit sur la scène Take où j'ai filmé 2 shows sur Just Dance et le stand de Epitanim jeux vidéo derrière nous, les gens dansent toute la journée, costumés, bref, ils n'arrêtent pas de danser tout le temps, à n'importe quel moment. C'est vraiment un phénomène de société. Je crois qu'on ne s'en rend pas assez compte pour vraiment le remarquer. D'accord. Bon, on enchaîne avec l'interlude de Man with a Mission. Et donc maintenant on va enchaîner avec la scène Sakura, tout ce qui est en rapport avec la J-Music. Donc il y avait la scène Karasu qui était aussi consacrée à la J-Music, mais donc là vous allez voir tout ce qui est passé sur ma scène en rapport donc avec la J-Music. De mon côté je retiens Bentenya, une artiste, un groupe qui était assez frais, assez cool à regarder. Mais je vous conseille vivement de regarder la première partie du reportage consacré au samedi à Japan Expo, où là vous pourrez voir tout ce qui était en rapport avec le folklore et le traditionnel japonais, qui moi m'a émerveillé pendant 4 jours. Voilà, c'était tout simplement super sympa à regarder. La scène Sakura présente chaque année de nombreux arts traditionnels du Japon. Située au milieu du salon, elle permet aux visiteurs de découvrir de nombreux aspects culturels. Les arts de combat, les mascottes, les danses traditionnelles, mais aussi la musique du Japon. Cette année encore, un large panel d'artistes sont venus interpréter de la musique folklorique ou traditionnelle. Le spectacle le plus marquant de ces 4 jours fut peut-être le Enka Matsuri. En une petite demi-heure, ce spectacle à vocation didactique offrait aux spectateurs de passage une plongée dans l'univers du Enka avec 2 artistes venus spécialement pour ce show, la chanteuse Iwasa Misaki et le trio Hayabusa. Ainsi, après
après un titre chacun, ceux-ci se rejoignaient sur scène et expliquaient au public les thèmes récurrents du NK, ses codes vestimentaires et la technique vocale nommée Kobushi qui est généralement associée. Pour conclure, les deux artistes interprétaient chacun un titre de leur répertoire, ainsi qu'un morceau en commun. Un spectacle simple et bien produit qui permet de découvrir facilement ce genre qui n'est pas forcément le plus abordable. Si on aurait bien aimé pouvoir les voir aussi sur la scène Karasu dans un showcase commun, nous avons quand même eu droit à un très joli passage sur la scène Ichigo. Mizumo est un trio à peine formé depuis quelques semaines pour promouvoir l'univers musical du NK à travers le monde. Ces trois jeunes femmes talentueuses nous proposaient de belles mélodies harmonisées à trois voix et faisaient quelques clins d'œil au public français, notamment au travers de la célèbre comptine « À vous dirai-je maman » dans une interprétation typée NK et à moitié en français, à moitié en japonais. Hiroshima Peace est un spectacle construit autour du message de paix porté par cette ville marquée par les bombardements nucléaires lors de la Seconde Guerre mondiale. S'enchaîner sur scène plusieurs séquences autour d'un chant, d'une danse, d'une musique, d'un instrument ou encore d'un poème. Un moment d'une grande force poétique, présenté par une troupe d'une quinzaine d'artistes qu'on pouvait retrouver par la suite individuellement ou en petits groupes sur la scène Wabi Sabi, située à quelques mètres de là. La chanteuse, conteuse et compositrice Eiko Tsumi était de retour pour la deuxième année consécutive à Japan Expo. L'artiste proposait une réinterprétation aux accents pop du Kojiki, le plus ancien recueil de poèmes et chansons mythologiques japonais accompagné d'une percussion, d'un piano et d'une flûte. Miho, calligraphe, proposait une performance live avec Watcha, beatboxer, et Takahashi Gaho, musicienne au koto. Après un premier morceau introductif interprété par cette dernière, Watcha construisait ainsi lors de ce spectacle un titre par l'ajout successif de boucles musicales interprétées entièrement a cappella. La construction se poursuivait par la fusion du koto et du beatbox, mélange musical original et très réussi. C'est alors que se présentait Miho, calligraphe, pour parachever cette performance d'une dernière dimension visuelle et émotionnelle. Takahashi Gaho, que nous venons d'évoquer, a également ouvert la scène Sakura et au passage l'ensemble de la J-Music à Japan Expo dès le jeudi matin, avec un spectacle en solo dédié au koto. Elle a pris à cette occasion le temps de présenter longuement ses titres et son instrument en français avant de nous proposer ses talents de chanteuse en plus de ceux de musicienne. Le Chindonya est une forme traditionnelle de publicité de rue interprétée par une fanfare. Cet art était présenté à Japan Expo par la troupe Bentenya, composée de 5 musiciennes venant de Nagoya, 3 percussions, un saxophone et un accordéon. Ne se limitant pas à des titres traditionnels du Chindonya, la fanfare interprétait des chansons populaires de tout genre et de toutes époques, comme Yellow Submarine, aux Champs-Élysées et jusqu'à l'hymne du club de baseball de Nagoya. Le duo néo-ballade proposait son show estampillé folk et techno-rock pour la 2e année consécutive à Japan Expo. Composé d'un percussionniste et d'une chanteuse, il interprétait des chants folkloriques, les minyo, dans une version revisitée originale, à mi-chemin entre un chant aux accents de Kobushi, la technique traditionnelle vocale du NK, et une instrumentation moderne mettant l'accent sur la percussion et des boîtes à rythme, le tout accompagné d'une danseuse invitée sur une grande partie du spectacle. Fuka Mariwo était également de retour sur la scène Sakura cette année. Jouant du shamisen, l'artiste proposait notamment ses compositions qu'elle définit comme Nagauta Pop, un mélange entre un chant traditionnel qu'on retrouve plutôt en accompagnement dans le théâtre kabuki et la musique pop pour un résultat étonnant. Le groupe Shige s'illustrait quant à lui dans l'art du shigin, une forme de poésie chantée. Normalement accompagné d'un shakuhachi, une flûte en bambou, le duo formé par Keisei la chanteuse et Hagi le compositeur et pianiste était venu seul à Japan Expo. Cette première présentait également une forme de danse qu'elle réalisait avec pour accessoire un yari, une lance typique. Enfin, l'artiste Miho conclut cette revue du panel J-Music sur la scène Sakura.
Après une vidéo d'introduction qui l'a présentée comme une ambassadrice de la musique japonaise et vainqueur de plusieurs prix, elle proposait au public une musique pop tout en douceur. Elle prenait le temps de présenter ses titres au public dans un français très compréhensible qu'elle avait appris lors de ses études, et la traduction de ses chansons en anglais était diffusée simultanément en vidéo. Cette année, la programmation était particulièrement dense, avec une douzaine de spectacles par jour, mais gardait un certain niveau de qualité avec des artistes de nombreux horizons et de belles découvertes à faire. L'agrandissement de l'estrade avec une avancée dans la fosse était une bonne idée, même si elle fut peu exploitée par les artistes. De plus, comme la scène Sakura a pour vocation d'être un espace de découverte, elle n'est pas isolée du reste de la convention et de son brouhaha permanent. Comme chaque année, la sonorisation des shows en a hélas un peu pâti. Enfin, on tirera un coup de chapeau aux animateurs, particulièrement dynamiques cette année, et on y retournera volontiers l'année prochaine pour de nouvelles découvertes. Et donc on continue avec la suite du reportage consacré au stand animé manga, avec un focus là sur la French Touch. Et qui dit French Touch dit Last Man, on est en plein dans l'actu de Last Man justement. Pourquoi ? Parce que l'équipe de Jérémy Perrin et de Balak vient de lancer un Kickstarter pour justement finir de produire la série, les 12 épisodes. Voilà. À part dire que ça envoie du pâté, que c'est de l'animation jeune adulte, que on verra difficilement d'autres projets de cette envergure en France, foncez. Il faut les soutenir, donc on compte sur vous. Allez. Difficile de faire plus cliché pour commencer que de dire que toute une génération qui a aujourd'hui entre 30 et 40 ans a été élevée pour le meilleur et pour le pire près du Club Dorothée et exposée massivement aux dessins animés japonais. Et comme tout cliché, celui-ci a sa part de vérité. Une bonne partie de la génération née à la fin des années 70, début des années 80, est aujourd'hui active, créative, nourrie par une passion inaltérée pour le Japon. Certains sont devenus dessinateurs, scénaristes, traducteurs, producteurs, éditeurs, journalistes. Depuis 10 ans, certains auteurs essaient de s'exprimer dans le format de prédilection de la bande dessinée japonaise, le format manga, pour ce que cela peut vouloir dire. Et la liste est longue. Sans vouloir être exhaustif, on pouvait croiser à Japan Expo de nombreux artistes rassemblés sous la bannière French Touch. Aurore, Jenny, Patricia Lifung, Thomas Bouvray, Patrick Sobral, Shonen, Guillaume Stey, Vald, Nicolas David, Malek et bien d'autres. Et encore, on ne parle pas ici des artistes qui veulent rester dans la liberté du fanzina ou qui n'ont pas encore franchi le pas de l'édition professionnelle. Japan Expo mettait en avant cette année une communauté de dessinateurs et d'éditeurs qui a su s'affranchir des frontières culturelles de son pays au travers de plusieurs conférences, d'une exposition dédiée et d'une fresque hommage commune. Les plus audacieux de ces artistes ont pu s'installer au Japon pour se faire une place dans le marché hautement compétitif de l'animation japonaise. Ils ont même lentement contribué à faire changer certaines mentalités. Certaines sociétés japonaises sont désormais activement à la recherche d'artistes internationaux pour certains de leurs projets, comme c'est le cas pour Kaneko Fumio, producteur chez Satellite. 日本人のクリエイターも、才能のあるクリエイターたちと一緒に仕事をしたいと思っています。で、もっと、日本に来て仕事をしてくれるクリエイターがいれば、それはとても良いことだと思っています。いろんな国のいろんなクリエイターと、ジャパニメーションって言われてますけど、なんだろう。きっと日本で作ればどういうスタッフが入っていろんな仕事をやってもジャパニメーションなんだというふうに思っています。 Katsuka reviendra en détail un peu plus tard sur le projet Furan Sujin Connection, mené entre autres par Thomas Romain, Stanislas Brunet qui travaille également au studio Satellite et Eddie Meong. Chacun a d'ailleurs pu participer à des conférences durant le salon ou encore animer des masterclass sur leur expérience professionnelle au Japon. Du côté français, les éditeurs eux aussi sont désormais prêts à tenter de nouvelles expériences après des années de tâtonnement. C'est ainsi que sur le stand Glénat, on pouvait trouver deux de ces initiatives aux côtés des poids lourds du genre. Cette année pour Japan Expo, comme tous les ans, vous avez tous nos plus grands titres, One Piece, Bleach, Ajin, et aussi on a mis un grand accent sur Tokyo Ghoul, donc avec une nouveauté, un petit artbook et un grand espace Tokyo Ghoul qui est un peu plus loin, où vous pouvez voir une expo de planches et faire plein d'activités tout autour de la licence. Et également, on a profité de l'occasion pour vous présenter quelques nouveaux auteurs, par exemple Linko, qui est une auteure japonaise qui a fait un shoujo exclusivement pour Glénat.
Ayakashi, qui est un nouveau titre de Vanra avec un scénariste Izu. Donc c'est une production purement française. Avant de revenir sur Ayakashi, Linko était présente sur le salon. Gléna est allée chercher une mangaka japonaise pour réaliser un titre spécifiquement pour le public français. Bonjour. リンコです。ラピシアンという漫画を描いてます。ジャパンエクスポに招待していただいて本当にありがとうございます。緊張したけど結構サイン会はすごい楽しいです。結構呼んでくれて直接感想をいただけるのでそれからちょっと頑張ろうと思います。La mangaka, assez timide, a pu tout de même côtoyer le public français, entre autres durant une masterclass. Son trait léger et plein de sensibilité a été repéré directement par Gléna. Je connaissais Linko de par ses illustrations qu'elle postait souvent sur les réseaux. On a discuté ensemble très amicalement et puis j'ai découvert qu'elle savait aussi faire des planches de manga sublimes. De là, je lui ai proposé d'éditer en France, de ne pas gaspiller son talent. Et le projet a commencé comme ça. Elle m'a présenté son idée de l'univers de Lapician, que j'ai trouvé super. Des esprits, des dragons, que demander de plus. Et après, je l'ai laissé vraiment laisser son imagination aller. 何種類か出たうちで、これがいいんじゃないかというところと、あとはそのネームっていう下書きみたいなのを一回提出して、ここは分かりづらいとか、ちょっとフランスの人の言い回しとかにちょっと分かりづらいからこうした方がいいんじゃないかっていう意見はいただいたんですけど、それ以降はもう自由に書かせていただきました。結構、日本だとその一冊の本になるまでに結構だいぶ時間がかかると思うので新人からずっとやってて、だけどこっちはフランスの方は雑誌自体がその漫画雑誌とかがないっていうことで、最初から一冊を前提で出すっていうところで、そこは大きな違いかなと思いました。で、結構フランスだとそのおかげで結構新人とかでも長めのお話が書けるのがすごいいいのかなって思いました。L'autre projet mis en avant par Gléna était Ayakashi, un titre créé par deux Français. Guillaume d'Horizon, ici sous le nom de scénariste Izu à la base de l'univers, et Vanra, co-scénariste et dessinatrice, qui a fait un travail d'adaptation sur le monde et l'histoire que lui a proposé son co-auteur. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire du médiéval fantastique japonais. Entre guillemets, Game of Thrones dans un Japon médiéval fantastique, voilà, pour faire très simple. Et on a essayé de mélanger tout ça et à partir de là, voilà, j'ai proposé les bases à Ayakashi. Bon, ça a mis 3 ans, ça s'est pas fait en 5 minutes. Mais voilà, l'idée est vraiment partie de là. Nous, l'idée était vraiment de se dire, voilà, on va jusqu'à Sekigahara, donc vers 1600. Le Japon, dans notre récit, c'est le Japon qui a toujours existé, donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup documenté. Et nous, on place une uchronie en 1600. On dit, voilà, les Toyotomi ont pris l'avantage contre les Tokugawa, ce qui fait que les Tokugawa n'ont pas, 15 ans plus tard, installé le shogunat, etc. Donc on renverse l'histoire du Japon et on part d'une hypothèse, qu'est-ce qui se serait vraiment passé si les Tokugawa n'avaient pas pris l'avantage de Sekigahara. C'est ma façon particulière d'écrire, c'est-à-dire de partir du réel, partir de l'histoire réelle et de l'amplifier, que ce soit dans le fantastique ou la science-fiction, en partant de bases réelles, mais qu'on va exagérer. Et les gens savent vers quoi on va, et ça c'est un style d'écriture que généralement n'emploient pas les mangaka, tout simplement. Donc c'est du manga japonais, mais avec un apport de façon à l'écrire plus occidentale. Le projet a mis plusieurs années à se développer et à se mettre en place. Un temps qui aura permis à chacun de trouver un compromis qui permettait à l'autre de travailler de manière épanouissante. Sans compter les nombreux projets supplémentaires sur lesquels il travaille en parallèle. Et à la base, comme je suis une auteure qui est complète, qui fait à la fois toujours ses scénarios et sa mise en page comme les dessins à l'intérieur de ses séries, moi j'ai pas réussi à m'adapter puisque pour moi on n'avait pas forcément la même visée de la mise en scène. C'est qu'on a fait un compromis sur le fait que lui serait l'auteur de l'idée originale puisque le projet vient de lui et sans lui il n'existerait pas. Et puis il me laissait carte blanche pour mettre en scène finalement son idée originale. Donc il fallait que moi je me mette en retrait, que je lui livre ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire l'étape d'un séquencier. D'accord ? Un séquencier n'est pas détaillé page par page, donc ne détaille pas la narration. C'est voilà ce qui se passe, voilà, séquence par séquence, chapitre par chapitre, mais pas page par page, case par case, donc pas dialogue. Et à partir de là, Vanra va s'approprier ce séquencier et va le traduire en manga avec ses textes, c'est pour ça qu'elle est en scénariste du récit, comme elle a envie de le traduire. C'est une collaboration qui était une première pour moi, c'est nouveau, et c'est assez rigolo.
Pour de nombreux auteurs japonais, faire un album en couleur de 46 pages en grand format est généralement une marque de prestige. A l'inverse, cela fait un moment que de nombreux auteurs français veulent faire des albums en noir et blanc, à la narration dynamique et à la pagination conséquente. Et c'est alors qu'un léger problème d'identité qui dure depuis une dizaine d'années survient pour définir ces objets métissés. Chaque auteur a sa manière de concevoir ce qu'il fait, à commencer par Renaud Lemaire, un des vétérans de cette hybridation qui fêtait cette année sur le stand Pika les 10 ans de sa série Dreamland. Moi j'appelle Dreamland mon petit manga, parce que j'ai quand même un rythme assez soutenu, et quand je parle avec des auteurs franco-belges en dédicace, j'ai pas forcément le même quotidien, tu vois, je me reconnais pas forcément dans le quotidien et dans la pression et le rythme des pages à fournir. Pas forcément non plus avec les mangas Jap, c'est l'entre-deux, tu vois. Je dis que c'est du manga parce que ça a la pagination, le rythme de parution et le découpage manga. Le graphisme aussi, je pense, c'est quand même plus manga que franco-belge. Et donc voilà. Non, je fais du manga, clairement, c'est pas du tout un format bande dessinée. Après, je fais du manga, mais en étant en France, donc je fais du manga français. On peut appeler ça tout simplement comme ça, je crois. Parce qu'après, si c'était de la bande... Non, je faisais avant de la bande dessinée. Mais bizarrement, quand je faisais la bande dessinée, on me disait tu fais du manga, sauf que c'était 46 pages, c'était en couleur, la narration n'est pas du tout la même et tout. C'est toujours un peu dur de pouvoir se réduire dans des cases. En gros, je me considère comme auteur-réalisateur. Plus je fais de la bande dessinée, plus je me sens auteur de bande dessinée, parce que tu as un vrai rythme, tu es obligé de faire une page par jour, tu es obligé de penser tout en cases et tout. Mais à la base, je me considère comme un réalisateur, dans le sens où je storyboard, je réfléchis en valeur de plan. On fait partie d'une génération qui avons beaucoup mangé du Japon et qu'on a envie de le partager, mais entre nous. Et si je fais un manga, c'est pas pour les Français. Si c'est pour les Français, c'est pas pour les Japonais. C'est ça que je veux dire. Chacun a donc sa façon de définir son travail. Le salon, pour sa part, les avait tous rassemblés sous l'appellation French Touch. Il est sûrement rassurant pour les auteurs de découvrir qu'ils ne sont désormais plus seuls et qu'il existe bien une vraie communauté partageant à peu près une même vision. Mais plutôt que de se torturer les méninges à essayer de trouver un néologisme ou une définition parfaite, parfois les expressions les plus simples sont les plus efficaces. Moi j'appellerais ça du manga de création. Aujourd'hui le phénomène c'est pas que des éditeurs font du manga avec des Français. Le phénomène c'est que des éditeurs ils avaient compris depuis longtemps, mais pour des raisons multiples, ils ne le faisaient pas, sans doute économiques. L'avantage du manga de création, c'est-à-dire de prendre des auteurs, de ne pas faire de la traduction, ce n'est pas de l'achat de droits à des ayants droit japonais, c'est de prendre des auteurs et de faire de la création. La réalité, c'est que c'est surtout les éditeurs français qui tentent ce genre d'expérience, parce que les éditeurs français de manga sont beaucoup plus puissants que nos compatriotes européens, parce que le marché est plus puissant en France. Et donc, comme ce sont les éditeurs français qui font ce genre d'expérience, généralement, ils vont aller vers les auteurs français qui sont plus proches d'eux. Peu importe le pays, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les éditeurs, enfin, font du travail avec des auteurs et sont plus simplement acheteurs de droits, en fait. Même s'il faut respecter le métier, parce qu'on est bien content de lire ces mangas japonais. Il y a 10 ans de cela, Renaud Lemaire a essuyé les plâtres de l'édition d'un de ses mangas de création. Conscient de ses erreurs, il est tout de même toujours présent avec la même énergie en 2016. Il y a 10 ans, mais c'était trop tôt. C'était clairement, tu le vois, hein, j'étais pas prêt graphiquement quand on voit l'évolution. Donc du coup, c'est plus que... c'était un test il y a 10 ans, il y en a qui ne sont pas relevés, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont essayé. Et donc le public n'était pas encore prêt, donc Pika a voulu tester, c'était clairement du test. Hein. Il y a 10 ans, se présenter et faire 200 pages en 7-8 mois, ça faisait peur. Moi, comme je suis pas quelqu'un qui est du monde de la franco-belge, je suis pas du fanzina, tu vois, je dessinais tout seul dans ma chambre, je suis pas quelqu'un qui se pose trop de questions. Donc j'y suis allé, voilà, je suis allé au charbon, ça c'est sûr, je me suis bien fait laminer, sans comprendre pourquoi, mais au moins ça a permis, c'est ma naïveté qui a fait que j'y suis allé et que j'ai continué, tu vois. Il n'était pas le seul à vouloir raconter ses histoires grâce à ce format. D'autres auteurs attendaient la maturation d'un marché, d'un public prêt à accepter leurs œuvres, tout en continuant leur chemin artistique quoi qu'il arrive. Un vrai shonen en quelque sorte. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'auteur de bande dessinée, c'était il y a plus de 12 ans. C'était en 2002, donc oui, bien plus de 12 ans. Dès le départ, je voulais faire du manga. Parce que j'ai été élevée au Club Dorothée et tous les animés, donc ce que j'aimais, c'était vraiment ce format-là, ces histoires-là. Mais à l'époque, c'était pas possible pour les auteurs d'être édités parce que le public ne suivait pas, les éditeurs ne voulaient pas prendre de risques. Ce n'est que assez récemment qu'ils commencent à sortir un petit peu des sentiers battus. Donc enfin, j'ai pu signer au format manga et enfin, je peux faire ce que j'aime. En retombant dans les mangas, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ce format-là que je veux essayer. Quand il s'agit du coup de créer un nouveau projet, après, à un moment donné, d'abord j'ai essayé de faire une BD.
qui s'appelait Anna Hattori, qui était une BD très influencée manga, mais c'était encore un format BD. Je me suis trompé, je pense, en le faisant, parce que j'avais toutes les influences Japon, Japanime et tout, mais pas le format qui allait. Du coup, 46 pages, c'était pas assez. Après cet échec, je me suis dit, bon, j'ai raté mon coup, j'ai pas eu assez de place pour raconter ce que je voulais. Avant de m'arrêter, je fais un vrai manga. Et voilà. Ça marche mieux. Pour Tony Valente, cela marche même tellement bien que son titre Radiant est également édité au Japon aux éditions Asuka Shinsha. Il aura fallu 10 ans d'évolution et de tentatives diverses pour que les influences soient finalement digérées à différents niveaux. 10 ans pour que les conditions se réunissent afin que ces auteurs puissent enfin s'exprimer de la manière qu'ils souhaitaient. L'évolution s'est faite, c'est ça qui est bien avec Dreamland et qui fait, enfin bien, c'est le bilan que j'en tire, c'est l'évolution d'un auteur, d'une série, d'un éditeur, d'un lectorat et d'une mentalité, quoi. Ouais, c'est beau. Mine de rien, on a pas mal été bloqué sur nos diverses scènes à travailler, donc on a raté beaucoup d'événements et de shows liés à la musique, à la J-musique, aux jeux vidéo, mais moi ce qui m'a plus frustré d'avoir raté par exemple c'est le concert de Splatoon, qui faisait partie je pense des gros trucs à Japan Expo. Et bien évidemment, on a aussi raté le spectacle Japanimotion Esprit Japon sur la scène Yuzu qu'on regarde maintenant. Depuis quelques années, la chaîne japonaise TSS, productrice de Japanimotion, organise à Japan Expo un événement spécial pour les spectateurs qui les suivent sur No Life ou tout simplement sur Noko, l'émission étant en accès gratuit depuis toujours. Cette année, l'émission Esprit Japon, produite par la chaîne BS Fuji, fait aussi partie du show. C'est en effet Shirakami Michihiro, créateur de Japanimotion, qui est également le créateur et producteur de Esprit Japon. L'idée est de mettre sur scène des artistes à la fois présents à Japan Expo et liés d'une manière ou d'une autre à ces deux émissions diffusées sur No Life dans un spectacle présenté par Suzuka et Noella. Salut tout le monde! Vous allez bien? Bien évidemment, Umi-kun, la révélation qui a donné cette année un souffle nouveau à Japanimotion, était présente du début à la fin de l'événement. C'est à lui que revenait l'honneur d'ouvrir le spectacle avec son titre Otaku Washoi, actuellement générique de fin de Japanimotion. Le groupe Man with a Mission se prêtait également de bonne volonté à l'exercice et participait à un petit jeu de questions-réponses qui permettait de cerner un peu la personnalité de chaque membre de la meute. Est-ce que la réaction du public dépend du pays? Puis, les Cheeky Parade sont également venus participer au show en répondant à un quiz vidéo enregistré à l'avance par Shinkawa Yua, la présentatrice de Esprit Japon. Enfin, Sébastien Ruchet est arrivé par surprise pour participer à la remise des prix du concours manga organisé par la région de Tottori. Wilfried Bento pour mon héros. Le premier prix a été remis à Drax Kane pour sa planche nommée Une armure héroïque, qui ironise sur l'absurdité des armures portées par les personnages féminins. Il a remporté un voyage au Japon. Le spectacle se termine avec le traditionnel lancer de boules. Le bulle. Les balles. La balle, pardon. Le traditionnel lancer de balles donc qui a permis aux spectateurs de remporter les cadeaux offerts par les partenaires. Et bien voilà, c'est terminé pour ces chroniques de Villepinte. De notre côté, nous encore une fois, c'était un vrai plaisir de vous proposer ces images, de travailler avec No Life. C'était 4 jours fatigants mais kiffants tout simplement. Merci. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur des projets qui sont toujours en cours de développement, donc réponse peut-être l'année prochaine. En tout cas, on espère vous retrouver l'année prochaine sur Japan Expo, bien évidemment. Merci. Merci les Jums pour cette présentation en stéréo. Je chuchote parce que j'ai pas envie de brusquer tout le monde. Juste un petit message à passer. Dans la prochaine chronique, on parlera cosplay, no-chan, musique estampillée jeux vidéo avec Kobayashi Saori et le quatuor Jackmo, qu'on avait déjà vu l'année dernière, du Katsuka qui nous parlera de la French Touch, et évidemment, Umi-kun, le youtubeur / tout ce que tu veux, qui était partout. Il est plein de ressources ce garçon.